Des rovers excavateurs pour récolter les ressources de la Lune. C'est un petit détail que certains d'entre vous ont peut-être remarqué sur le nouveau plan d'exploration lunaire, présenté par Jared Isaacman, le patron de la NASA, voilà quelques jours. Vu la masse d'informations qui nous a été donnée au cours de cette conférence, on aurait pu ne pas les remarquer. Isaacman a présenté un plan à plusieurs dizaines de milliards de dollars, avec des habitats lunaires, des réacteurs nucléaires et des rovers pressurisés. Une vision ultra ambitieuse qui appelle encore quelques questions. Parmi celles-ci, il y a une ligne dans ce qu'on nous présente comme la phase 2 de l'établissement de la base lunaire. La NASA nous parle presque sans détail de ces fameux robots excavateurs. Ils seraient chargés de récolter certaines ressources dans le régolithe lunaire à des fins d'exploitation. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Quels robots, quelles entreprises vont être sollicitées? Vous allez voir que sur ce plan aussi, la NASA ne part pas de zéro. Ce qui peut ressembler à de la science-fiction se base en fait sur des programmes déjà relativement avancés. Aujourd'hui, on va découvrir donc ces robots qui vont miner les premières ressources en dehors de la Terre. L'agence spatiale américaine le répète inlassablement. Artemis n'est pas une simple redite du programme Apollo. Il ne s'agit plus de faire quelques traces de pas dans la poussière lunaire avant de repartir. La NASA souhaite établir une base sur notre satellite. Elle pourra accueillir des équipages pendant plusieurs semaines et permettra d'explorer en profondeur le pôle sud lunaire. Si la région du pôle sud a été choisie, c'est en grande partie car elle contient de la glace d'eau. Celle-ci se trouve au fond de certains cratères qui ne sont jamais éclairés par la lumière du soleil et dont la température reste donc tout le temps négative. L'eau ne s'est ainsi jamais évaporée et elle semble être présente en assez grande quantité. Or, cette eau est une ressource très précieuse. Pas vraiment pour faire boire les astronautes ou arroser les plantes. La NASA a un autre usage derrière la tête. Il est possible de séparer les molécules d'eau en faisant passer un courant électrique. On obtient alors de l'hydrogène et de l'oxygène, deux gaz très précieux pour les explorateurs spatiaux. Ils peuvent en effet servir à propulser des fusées. En trouvant de l'eau sur la Lune, on peut ainsi construire une véritable station-service. Ce n'est par ailleurs pas la seule ressource que notre satellite semble contenir. L'entreprise Blue Origin a montré qu'il devrait être possible d'extraire du fer, de l'aluminium et du silicium de la poussière lunaire. Des ressources qui permettraient de fabriquer des panneaux solaires et donc de produire de l'énergie. Enfin, vous avez probablement déjà entendu parler de l'hélium-3 lunaire. Cet isotope est introuvable sur Terre. Il n'est pas produit naturellement sur notre planète, mais semble assez répandu à la surface de la Lune. Il a un intérêt technologique incroyable pour l'humanité. Il pourrait servir de carburant pour des centrales à fusion nucléaire. On parle d'un avenir qui est encore incertain, mais qui présente un véritable potentiel à long terme. Bref, il y a un intérêt réel à déployer des systèmes d'exploitation des ressources lunaires. C'est un moyen d'accéder à de l'eau à court terme, à des métaux et des semi-conducteurs à moyen terme, et à un carburant pour la fusion à long terme. Il n'est donc pas étonnant que la NASA s'intéresse dès aujourd'hui à la question. Toutes ces ressources sont mélangées au régolithe, éparpillées sous forme de minuscules grains. Pour l'eau au fond des cratères, on ne sait même pas très bien quelle forme elle prend. Avant de déployer des excavatrices, il est donc primordial de mieux connaître l'état de ces ressources. Cela semble être le but de la mission Moonfall qui va décoller dans les années qui viennent. 3 petits robots sauteurs qui pourront caractériser le régolithe sur une grande surface. Et peut-être même au fond des cratères. Il faut d'ailleurs noter que la Chine adopte une stratégie relativement similaire avec le robot sauteur de la mission Chang'e 7. Une fois que des cartes auront été établies et que les différentes ressources auront été évaluées, il sera temps de se mettre à les récolter. La NASA nous promet cette étape entre 2029 et 2032, ce qui va venir relativement rapidement. Pour y parvenir, elle a donc besoin de véhicules qui peuvent être disponibles très vite. Et heureusement pour l'agence, il y a déjà des solutions qui se dessinent. L'une d'entre elles est portée par une collaboration de plus en plus concrète entre deux entreprises, Astrolab et Interlune. Astrolab est le partenaire américain de l'entreprise européenne Venturi. Ils sont au cœur d'une des propositions du programme LTV,
le programme de rover lunaire léger développé par la NASA. Ce rover, qui prend le nom de Flex, offre une architecture assez originale. C'est une sorte de trapèze posé sur 4 roues. Il peut fonctionner de manière autonome, mais également être piloté par des astronautes. Sur différentes illustrations, on peut les voir se tenir debout à l'arrière ou assis à l'avant. Ce qui caractérise Flex par rapport aux autres rovers du programme LTV, c'est avant tout sa modularité. Sa partie centrale peut accueillir des charges utiles interchangeables d'un volume de 3 mètres cubes. Cela peut être des instruments scientifiques, du fret, des éléments d'exploration. Astrolabe a open sourcé le design de la charge utile de son rover. Tout le monde ou presque peut venir proposer quelque chose. Et c'est là qu'entre en jeu notre deuxième acteur, Interlune. Interlune est une entreprise qui s'est fait connaître par sa volonté de miner la Lune, notamment pour son Hélium 3. On peut voir sur leur site des illustrations d'une machine dédiée à ce projet, mais l'effort qui nous intéresse est plus immédiat. Plutôt que de partir de zéro, Interlune va exploiter l'architecture modulaire du rover Flex d'Astrolabe pour faire une petite excavatrice spécialisée. On dispose d'une illustration qui nous permet de découvrir le projet. On y reconnaît bien la forme du rover d'Astrolabe, mais dans sa partie modulaire, il accueille un dispositif qui peut récolter le régolithe. Ce ne sera pas des quantités énormes, mais cela devrait être suffisant pour une première démonstration de capacité. Une mise à l'échelle peut ensuite passer par une multiplication des rovers. Le système est par ailleurs avantagé par la gravité lunaire. Il peut récolter une grande quantité de régolithe tout en maintenant un poids sur une balance locale très contenue. Interlune a démarré le travail sur une charge utile capable de séparer l'hélium 3 du reste du régolithe lunaire. L'entreprise souhaite se focaliser sur cette ressource avant tout. Et la logique commerciale est imparable. Tout ce qu'on trouvera à la surface de notre satellite coûtera très cher à extraire, à isoler et à raffiner. Même si on trouvait de l'or ou du platine, le coût de revient serait tel qu'il rendrait l'opération inintéressante. Les mêmes matériaux rapportés depuis la Terre coûteraient moins cher. C'est encore plus flagrant si on souhaite ramener sur Terre des ressources extraites de la Lune. On peut cependant casser cette équation économique en se concentrant sur une ressource qui n'existe pas sur Terre. Il n'y a alors aucun point de comparaison, chaque gramme d'hélium 3 extrait sur la Lune pourrait coûter 1 milliard d'euros. Cela resterait économiquement plus intéressant que pas d'hélium 3 du tout. Il y a donc peut-être pour Interlune une vraie niche à se trouver qui permettrait d'avoir des fonds pour industrialiser ce processus et à terme faire baisser des prix qui seraient en premier lieu très élevés. Plus immédiatement, les deux entreprises vont mener un premier test en fin d'année. Astrolabe va envoyer son rover Flip sur l'atterrisseur Griffin d'Astrobotic. Sur ce premier rover, qui fait tout de même une demi-tonne, on trouvera déjà une caméra multispectrale installée par Interlune. Elle sera spécialement configurée pour évaluer les réserves d'hélium 3 à proximité du site d'atterrissage. Le site en question se trouve du côté du pôle sud, et le rover aura peut-être l'opportunité de caractériser la présence d'autres ressources, dont la fameuse eau lunaire. Ce premier test devrait permettre aux deux entreprises d'approfondir leur collaboration. Cette mission marque une montée en puissance du programme CLPS de la NASA. Celui-ci a permis de poser ou de tenter de poser des charges utiles assez légères sur la Lune. Avec Griffin, Astrobotic passe sur un atterrisseur beaucoup plus lourd. Vous le voyez, les mystérieuses excavatrices de la NASA se reposent sur des programmes qui avancent déjà très vite, avec des tests sur la Lune qui seront menés dès cette année. L'étape suivante pourrait avoir lieu assez rapidement. Il se murmure que le rover Flex, le gros rover modulaire d'Astrolabe, pourrait se trouver une place lors de la première mission du Starship vers la Lune. La mission sans équipage, qui doit servir de test ultime avant les vols habités. Elle aurait probablement lieu autour de 2028. Si la collaboration avec Interlune se passe bien, peut-être qu'un premier prototype d'excavatrice lunaire pourrait donc être intégré. Bon, pour le moment, on est encore sur de la spéculation. Pour que tout ce programme ait lieu, il faut déjà convaincre la NASA qui serait certainement le client principal, au moins dans un premier temps. La mission du rover Flip sera ici critique. Pour qu'elle ait lieu, il faut déjà qu'Astrobotic réussisse son alunissage avec son nouvel atterrisseur Griffin. Ce qui n'est en 2026 toujours pas évident. Le programme CLPS a connu de nombreux échecs d'alunissage, et il y en aura probablement d'autres. Pour que la vision d'Astrolabe et Interlune ait lieu, il faut idéalement que le rover Flex remporte également la compétition pour le LTV, le rover léger du programme Artemis. 3 équipes sont en lice et il n'y en aura probablement qu'une de récompensée. La NASA fait traîner cette décision depuis des mois et on espère avoir le fin mot de l'histoire avant l'été.
Il est enfin intéressant de noter que les rovers Flip et Flex d'Astrolabe sont tout autant européens qu'américains. Astrolabe est la partie américaine de Venturi Astrolabe, et Venturi, c'est une entreprise qui a ses activités de l'autre côté de l'Atlantique, avec des sites en Suisse, à Monaco et à Toulouse. Il y a même des bonnes chances pour qu'une partie au moins de ces rovers soit assemblée en France. Si Astrolabe entre dans les bonnes grâces de la NASA et qu'Interlune parvient à mettre au point ses charges utiles, on pourrait ainsi avoir d'ici une dizaine d'années une flotte de rovers / excavatrices qui commenceront à collecter des ressources sur notre satellite. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.